Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. En étudiant l'égyptologie, j'ai toujours été attirée par la frontière méridionale de l'Égypte et au-delà. La Nubie, le Soudan, les royaumes successifs de Kerma, de Kouch et de Méroé. Malgré leurs histoires fascinantes, ils demeurent bien moins connus que leurs voisins pharaoniques au nord, et pourtant, eux aussi avaient des rois, des reines, des hiéroglyphes, des dieux et des déesses ou des pyramides. Quand on s'y intéresse, la figure de la Candace ressort vite. La Candace est un titre conféré à certaines reines plus puissantes que les autres, un mot ancien venu jusqu'à nous à travers le grec qui déforme souvent, comme le titre de pharaon avait été conféré aux rois égyptiens. La Candace, dans le Soudan antique, c'est une reine, souvent guerrière ou bâtisseuse, qui règne aux côtés de son fils. Mais toutes les reines n'étaient pas Candace et nous disposons encore de peu d'informations à leur sujet. Ainsi, vous verrez que c'est un épisode un peu spécial puisqu'on ne parle pas exclusivement de notre héroïne antique, mais on va s'attarder à recroiser des indices, à la replacer dans son contexte méconnu, parce qu'on dispose de très peu de sources et que la recherche a mis du temps à s'intéresser aux royaumes antiques du Soudan, longtemps restés dans l'ombre de ceux de l'Égypte. Pour en discuter, j'ai invité Aminata Sako-Autissier. Aminata travaille au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre et je la connais depuis plusieurs années déjà puisque j'ai effectué un stage auprès d'elle au musée du Louvre à la fin de ma licence. J'avais d'ailleurs travaillé sur la préparation d'une exposition au musée du Louvre sur les pharaons soudanais. Aminata est docteure en égyptologie. Après une thèse soutenue à la Sorbonne en 1997 sur les relations entre l'Égypte et ses voisins, dont le Soudan, elle a d'abord été ATER au Collège de France, avant de rejoindre l'Institut du monde arabe, puis le musée du Louvre. Membre du laboratoire Orient et Méditerranée du CNRS, elle est spécialisée sur la Nubie et le Soudan antique. Ensemble, nous avons donc parlé de Candace, et notamment de l'une d'entre elles, Amanirenas, contemporaine de Cléopâtre. Nous avons parlé de reines régentes au pouvoir, de colonisation antique et moderne, de repousser l'envahisseur romain, d'être légitimée par une déesse mère et d'enterrer la tête coupée de l'empereur dans le sable. Mais aussi du pillage d'un trésor par un explorateur italien, d'une pyramide détruite, de l'opéra Aïda, des dessins animés de Michel Ancelot et de hiéroglyphes qui restent à déchiffrer. Pour tout ça, et plus encore, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Aminata au sujet d'Amanirenas. Bonjour Aminata, merci d'être venue sur ce podcast aujourd'hui. Enchantée. On est ici pour parler d'Amanirenas et de ses autres Candaces. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste expliquer en une phrase déjà qu'est-ce qu'une Candace avant d'ensuite plonger dans le contexte temporel et géographique? Alors, le royaume des Méroé est la dernière phase du grand royaume de Kouch qui a eu 3 grands royaumes. Le royaume de Kerma entre le 3e millénaire et le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Puis le royaume de Napata, avec sa capitale au Djebel Barkal, au cœur du Soudan actuel. Puis une dernière phase, un dernier grand royaume, contemporain des Ptolémées égyptiens, puis des Romains en Égypte, qui s'installa entre la première cataracte aux environs d'Assouan jusqu'à Khartoum, capitale du Soudan actuel, entre 250 avant Jésus-Christ et 350 de notre ère. Donc nous sommes dans la vallée du Nil moyen et du Haut-Nil, et c'est Candace, qui est un terme grec issu d'un terme de la langue locale qui est le méroïtique, qui était Kédéké, et qui ensuite a été attribué par les Grecs, puis repris par les Romains, pour désigner des reines régnantes. C'est un titre à part. Vous pouvez être reine méroïtique sans forcément être nommée Kédi. Donc le titre de Candace est un titre qui est donné à certaines seulement de ces reines qui ont régné sur le royaume de Méroé au Soudan. Lesquelles peut-être sont les plus connues? Est-ce qu'on a une idée du nombre des reines méroïtiques qui ont reçu ce titre de Candace? À ma connaissance, il y a eu 4 ou 5 reines qui ont porté le titre de Candace. Les plus connues sont dans l'ordre chronologique Amanirenas, son premier fils Téritecas a le titre de Corée, qui veut dire souverain. Ensuite, Amani-Chareto, qui vraisemblablement était l'épouse de Téritecas, mais qui est fréquemment associée en tant que Candace dans les textes aux côtés de son fils Akinidad, qui a le titre de Corée. Et on a Amanitoré, qui est nommé avec le titre de Candace aux côtés de son fils Natakamani. Et donc ces reines Candace règnent sur le royaume de Kouch. Est-ce qu'on pourrait un peu rappeler en quoi consiste ce royaume à cette époque-là? Quels sont ses alliés, ses ennemis, ses enjeux politiques? Le royaume de Kouch
plutôt le royaume de Méroé, qui a pour capitale la ville de Méroé, qui est à peu près à 250 km au nord de Khartoum. C'est un royaume vaste, le long de la vallée du Nil, qui est contemporain des Ptolémées, puis des Romains, et qui a eu des relations tant économiques, pacifiques, que conflictuelles. À l'époque romaine, c'est le dernier grand bastion avec la province égyptienne romaine dans la vallée du Nil. C'est un royaume qui tire ses richesses ou son fonctionnement économique de quelles sources ou ressources ? C'est un royaume qui tire ses richesses du pastoralisme, de l'agriculture et aussi du commerce et de l'échange de produits de luxe. Par exemple, lors de fêtes romaines navales sous Philippe l'Arabe, on a la mention de girafes qui venaient de Méroé. Or, elles ne venaient pas réellement de Méroé, mais c'est un point d'échange de denrées dites précieuses qui venaient plus au sud de l'Afrique. Commerce de l'ivoire, des peaux de panthère, de métaux précieux, de pierres semi-précieuses, d'animaux dits exotiques, Donc, on est dans du commerce à longue distance, avec des phénomènes d'importation du monde méditerranéen, des échanges, en tout cas une voie de communication et d'échange avec l'océan Indien, puisqu'on a retrouvé des perles avec des matériaux qui viennent du côté de l'océan Indien, de l'Indus. Donc nous sommes, grâce à ces découvertes récentes, en train de réétudier, de repenser la manière dont fonctionnait économiquement ce vaste royaume et ce royaume puissant. Par rapport à l'Égypte, c'est vrai que même les entités qui ont précédé ce royaume ont toujours eu des relations plus ou moins conflictuelles avec l'Égypte. À cette époque-là, où en sont les relations globalement avec l'Égypte ? Quel est l'état, le statu quo ? Alors il y a eu plusieurs conflits avec les Ptolémées, notamment dans la Thébaïde, en Haute-Égypte si vous préférez, zone aussi où il y avait des avancées méroïtes, etc., ou des poussées ptolémaïques, donc à l'époque des Ptolémées. On sait que la zone tampon qu'on appelle le dodécachène, entre, on va dire, Assouan et au-delà de Philae, puisque le dodécachène veut dire région de 120 km. Donc c'est une zone tampon où là, justement, les populations locales nubiennes sont plus ou moins sous contrôle et d'une part de l'Égypte, puis pas sous contrôle des Méroïtes, donc qui dit aussi culturellement une vaste zone d'adaptation de prototypes culturels égypto-romains. Faut pas oublier aussi que le royaume de Kouch a été égyptianisé puisque colonisé par les pharaons du Nouvel Empire qui sont descendus très bas. Puisque Toutmosis III, l'un des grands pharaons, a érigé une stèle au Djebel Barkal, très au sud. Donc, il y a cet héritage égyptien au vu de cette mainmise et de ce contrôle de l'Égypte pharaonique. Ensuite, il y a eu un retrait, il y a eu des adaptations. Donc, ce sont des relations tout à fait ambivalentes, qu'elles soient économiques, culturelles, voire religieuses, aussi bien que conflictuelles. Donc à la tête de ce royaume, nous avons donc la figure de la Candace. Qu'est-ce qu'une Candace ? Et donc en particulier, on va commencer par parler de la reine Amanirenas. Comment est-ce qu'elle devient Candace ? Le statut de Candace. On a des témoignages des historiographes classiques. On a Strabon, c'est 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ. Lui, dans son récit justement du conflit qui opposa Rome et Méroé, nous parle d'un prince qui est le prince Akinidad et on le nomme fils de la Candace et enfant de la Candace. Ensuite, on a les Actes des Apôtres, donc des écrits bibliques, qui nous parle d'un archevêque, d'un diacre Philippe qui aurait converti le trésorier de la Candace et qui l'a baptisé. On en parle aussi dans Don Cassius, qui nous parle aussi de reine régnante. Donc le terme Candace, qui d'ailleurs a donné le prénom Candice, est un terme grec passé en latin, mais qui est dérivé d'un terme méroïtique, kédi, kédéké, et kédi veut dire femme, kédisé veut dire sœur. Et au départ, sur ce statut, on a pensé que c'était soit des sœurs des rois régnants, dû à une mauvaise interprétation, voire des épouses de rois régnants, puisque on pensait que ces deux termes-là représentaient ceci. Et on pensait aussi que c'était un petit peu des relations frères, sœurs, épouses et époux, à l'instar de Ptolémée II et Arsinoe II. Ce qui a été le cas de Cléopâtre VII, la grande Cléopâtre. Mais on s'oriente maintenant plutôt à un rôle de filiation. Elle règne aux côtés de leur fils.
Par exemple, Amanirenas régna aux côtés de son fils Téritécas. Et Téritécas mourant lors du conflit entre Rome et Méroé, on a des attestations qu'elle combattit aux côtés de son deuxième fils, Akinidad. D'autres Candaces, par exemple Amanitoré, est représenté aux côtés de Natakamani, qui est son fils, avec lequel elle exerce une corégence. On n'a pas de reine régnante en tant que telle, même si on a un graffito démotique à Dacca qui mentionne, je vous le cite, en 4e mois, dernier jour du pharaon père Aa Natakamani et de la pharaone père Aat Amanitoré, sa mère. Donc même pour les Égyptiens, il s'agissait d'un couple mère-fils. Elles ont co-régné. Elle n'avait apparemment pas de rôle de grand prêtre, comme l'a eu, par exemple, la reine Hatshepsut en Égypte, qui était, entre guillemets, une vraie pharaone, puisqu'elle se faisait appeler Nesutbiti, roi de Haute et de Basse-Égypte. Là, on est dans un système de co-régence. Si le fils décédait trop tôt, elles assuraient la régence jusqu'au moment où l'un de ses autres fils montait sur le pouvoir. Si on peut faire un raccourci avec notre histoire européenne, elles ont des rôles à l'instar de Catherine de Médicis dans la royauté française. Donc elles assurent un rôle économique, un rôle politique, puisqu'il faut avoir une représentation royale. On a des représentations de ces reines-là représentant le pouvoir aux côtés des souverains. En Égypte, le pharaon se présente comme le fils de Ré, le fils du dieu soleil, le plus puissant, voire même le pharaon est quelque part divinisé, il devient un dieu lui-même. Est-ce que les Candaces au Soudan avaient une affiliation divine ou bien une sorte de légitimation politique par un lien avec les dieux ? On a des représentations où une autre reine Candace, Amani Chareto, est représentée se faisant légitimer par une déesse qui s'appelle Amésénie, qui est l'épouse du dieu dynastique local Apédémaque, dieu à tête de lion. On a une stèle qui montre Amanichareto en train d'être légitimée dans son rôle de reine régnante par Amésénie. Elle reçoit l'avis de la déesse et elle fait obédience à la déesse. Nous avons les bijoux d'Amanichareto dont les bagues racontent la hiérogamie, donc la naissance divine et la légitimation de Amanichareto en tant que reine régnante. Et Amanichareto a mis en avant la déesse Amésénie, dont le premier nom des premiers scientifiques travaillant sur le Soudan avait appelé la déesse nègre, parce qu'elle avait une coiffure très particulière qui ressemblait à des cheveux très crépus, avant d'avoir retrouvé son nom. Est-ce que c'est une déesse dynastique ? Est-ce qu'elle était particulièrement associée à ces Candaces ? Et pourquoi est-ce qu'elles auraient eu intérêt à se faire associer à cette... En tout cas, la représentation de la déesse Amésénie est associée très volontiers avec la Candace Amanichareto. Pour l'instant, avec les autres Candaces, on n'a pas vraiment d'attestation. Déjà, c'est l'épouse, on appelle la parèdre, du dieu local dynastique Apédémaque. Apédémaque, c'est le dieu des dynasties royales, c'est le dieu qui peut être représenté avec une tenue de soldat, avec un baudrier, avec un arc et des flèches, tenant en laisse des prisonniers. Donc c'est un dieu guerrier, c'est un dieu chasseur, c'est aussi un dieu qui est dispensateur de vie, donc c'est un dieu démiurge. C'est toujours comme ça les dieux dynastiques. Au même titre que Amon. Amon est aussi un dieu porteur de vie. Amésénie est une déesse épouse divine du dieu Apédémaque, la parèdre, qui aurait, à l'instar de la déesse Mout, épouse du dieu Amon, un rôle de déesse mère. Donc, elles ont été légitimées dans leur rôle de reine, mais elles n'ont pas régné toutes seules en tant que telles. Quels sont donc leurs pouvoirs et notamment la répartition des pouvoirs avec le roi ? Vous évoquez notamment des pouvoirs économiques, militaires, à défaut d'avoir des pouvoirs religieux. Est-ce qu'on a un aperçu des pouvoirs qu'auraient pu avoir ces reines ? Alors on peut faire des hypothèses, puisque ces reines sont représentées aux mêmes dimensions, dans les mêmes gestes que les souverains, notamment sur les façades du pylône du temple dédié au dieu local Apédémaque, Anaga. Elles sont représentées dans un thème récurrent issu de l'Égypte qui est le massacre des prisonniers, aux mêmes dimensions que le souverain. On sait qu'elles ont participé de manière factuelle dans les conflits, et ça on le sait lors du conflit entre Rome et Méroé, puisque Strabon mentionne le rôle d'une Candace frappant fort et qui se serait coupé un sein à l'instar des Amazones pour être d'autant plus efficace lors du combat.
elles ont contribué au combat, elles ont eu un rôle politique de bâtisseuse, ça on le sait par exemple à l'époque de la corrégence entre Nata Kamani et Amani Touré, qui correspond à une forte activité architecturale dans tout le royaume, tant de réfection que de construction de nouveaux édifices, tels que des temples et des palais. Alors justement, en parlant de palais, est-ce que ces reines habitaient dans un ou plusieurs palais particuliers ? Est-ce qu'on a des traces de leur résidence et de l'usage qu'elles en faisaient peut-être ? On s'oriente vers une royauté de type ambulatoire, c'est-à-dire que à l'époque du royaume de Méroé, vous avez la capitale, mais toute la vallée du Nil est jonchée d'un maillon de villes satellitaires où on construit des palais. Je vais reprendre encore un raccourci. Par exemple, à l'époque de François Ier, on pratiquait encore la royauté ambulatoire. Les châteaux de la Loire étaient des châteaux pour se montrer auprès de son peuple, dire qu'on était efficace et prêt à régner et en pleine possession de ses facultés physiques et ou mentales. Eh bien, on peut grossir le trait avec ces villes satellitaires où il y avait des palais. Il y avait un palais d'Amanicharato à Oued Ben Naga. À Mouez, il y a eu un palais vraisemblablement du règne de Amani Touré. À Méroé, il y a eu un palais construit. Au Djebel Barkal, le palais B1500 est un palais construit à l'époque d'Amani Touré. On a évoqué les représentations des reines qui seraient donc représentées à taille égale des rois. C'est vrai que dans l'art, par exemple égyptien, on a parfois l'homme qui est plus grand que la femme, etc. Là, elles sont représentées à taille égale. Dans quel type de posture elles sont représentées ? J'ai l'impression que c'est des postures assez militaires avec des épées, etc. Alors elles peuvent être aussi représentant, faisant des offrandes aux dieux. La particularité de la représentation des reines méroïtiques, quelle qu'elle soit Candace ou non, elles sont représentées avec un costume, une robe très moulante, un long châle et souvent une espèce de diadème qui est sur qu'on appelle le bonnet couchit, une espèce de calotte, avec un écusson à l'effigie d'un bélier d'amont. Elles sont représentées donc faisant des offrandes aux dieux. Amanicharato est représenté face à Amésénie, qui est la parèdre du dieu Apédémaque, dans un geste de légitimité. Elles sont représentées massacrant des ennemis. Elles sont représentées en train de massacrer des ennemis. La scène du triomphe pharaonique massacrant des ennemis est une scène qui est représentée depuis la nuit des temps, depuis les plus hautes époques en Égypte. Un archétype, un topos. Donc c'est aussi pour montrer que l'Égypte est garante de l'ordre universel. Il y a aussi une dimension religieuse. Donc elles sont représentées en train d'asseoir leur pouvoir aux côtés de leurs fils, massacrant les ennemis, et ça ne veut pas dire qu'il y a eu réellement un conflit lors de leur règne. Et ça, je peux prendre comme exemple la représentation sur les coffrets funéraires de Toutankhamon qui est montré en sphinx en train de piétiner les ennemis. Il n'est pas sûr qu'il y ait eu des conflits armés lors de son règne. Néanmoins, ça voulait dire que la reine, en tout cas la Candace, était quand même investie symboliquement voilà, absolument. De ce rôle. Voilà. De maintien de l'ordre. De maintien de l'ordre. L'expression est exactement celle-ci. Ils maintiennent, le couple mère-fils maintiennent l'ordre. Que ce soit militairement, magico-religieusement, politiquement, ils sont les garants du maintien de l'ordre, qu'ils soient sur Terre ou dans l'univers. Comment se transmet donc le titre de Candace ? Est-ce qu'on a une transmission, donc pas forcément donc de mère en fille, on a écarté cette hypothèse. Est-ce qu'on a une transmission, matrilinéaire ou pas du tout ? Est-ce que c'est vraiment à chaque fois pas forcément des relations familiales ? Alors, je vais vous dire franchement, dans l'état actuel de mes connaissances, je n'en sais rien. On peut émettre des hypothèses que c'était des élections, puisqu'au Djebel Barkal, un archéologue et égyptologue américain a retrouvé dans les années 80 un édifice qui était le lieu d'investiture de couronnement. Le Djebel Barkal, c'était donc une montagne sacrée, aussi bien pour les Égyptiens que pour les Soudanais, une sorte de python rocheux qui surgit d'un plateau désertique. Les anciens Égyptiens pensaient que Amon, le dieu protecteur, résidait dans cette montagne sacrée, donc les pharaons y ont fait construire des temples, et puis cette région est passée du côté du royaume de Kouch ou de Méroé, elle est devenue la capitale du royaume, et un centre majeur avec des temples, des palais, des pyramides, tout en restant un lieu sacré. Même si le Djebel Barkal n'est plus la capitale politique, on va dire que le Djebel Barkal reste le lieu où l'on couronne les souverains et reste un centre religieux de première importance. Il semblerait que ce soit une élection, qu'elles aient été choisies, et non pas que ça se transmet par un lien dynastique, sanguin, familial.
On va peut-être passer donc à ces Candace de façon individuelle, en commençant par Amanirenas, qui est connu pour avoir repoussé l'invasion romaine, en tout cas l'expansion de l'Empire romain. Oui. Déjà pour repartir du début, que font les Romains à l'époque? Qu'est-ce qui les pousse à se diriger vers l'Empire de Méroé? Les textes classiques romains, latins, disent l'Égypte est le grenier de Rome. On sait que le Dodécachène est une zone fertile d'un point de vue céréalier. Donc, cette zone tampon, on va dire, est prisée, convoitée par les Ptolémées puis les Romains, qui, eux, rappelez l'épisode où Marc-Antoine et Cléopâtre se font vaincre par Octave à la bataille d'Actium, la bataille navale en 30 avant notre ère. Donc, Octave devenant Auguste nomme un premier préfet, le responsable délégué de l'Empire romain en province. Il y avait un préfet en Afrique proconsulaire, basé à Carthage. Il y avait un préfet sur la côte levantine. À l'époque biblique, il y avait le préfet de Judée, par exemple, qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons un préfet, Aulus Gallus, nommé par Octave devenu Auguste, qui est dépêché par Octave pour aller combattre en Arabie Saoudite. En 26 avant notre ère, en Égypte, il y a un remplaçant qui est Caius Petronius. La suite nous est racontée par le géographe grec Strabon, dans ses écrits qui s'appellent les géographies, tout simplement, qui a accompagné ce préfet, peu après son investiture, dans un voyage jusqu'à la frontière entre l'Égypte, province romaine, et le royaume de Méroé. Là, on sait que cette zone est convoitée et qu'il y a une volonté de l'Empire romain de contrôle total sur cette région. Là-dessus s'engage un conflit, à partir de 26, entre les armées romaines et les armées méroïtiques. Il semblerait que, au début de ce conflit, le souverain régnant Thérétékas meurt, et donc là, la Candace Amanirenas et son fils Akinidad prennent le relais. Mais Strabon nous dit que Akinidad n'aurait pas été sur place lui-même, serait resté à Méroé. Donc il semblerait que sa mère ait pris la tête des armées. Les Éthiopiens, cependant, avaient cru pouvoir mépriser la faiblesse des Romains depuis qu'une partie de leurs troupes avait été retirée d'Égypte et avait suivi Gallus dans son expédition contre les Arabes. Et ils s'étaient jetés sur la Thébaïde et sur les 3 cohortes cantonnées à Syène. Ils avaient même réussi par la rapidité de leurs mouvements à s'emparer coup sur coup et de Syène et d'Éléphantine et de Philae, et non contents d'avoir fait de nombreux prisonniers, ils avaient emporté comme trophée les statues de César. Même, alors là, ce qui est le plus curieux, c'est que à Méroé, dans un sanctuaire vraisemblablement consacré aux ancêtres, Karstang, lors de la première saison de ses fouilles entre 1909 et 1910, a trouvé, sous le seuil de la porte de ce sanctuaire, une tête d'Auguste, qui est maintenant conservée au British Museum. On s'est dit, ça, ce sont les Romains qui sont venus jusqu'à Méroé. Or, on peut imaginer que ce sont les Méroïtes qui ont rapporté à l'issue de ce conflit comme un trophée cette tête et qu'ils l'aient ensevelie sous le seuil en geste symbolique pour honorer les ancêtres glorieux de Méroé. Et donc toute personne sortant du temple aurait marché sur la tête de l'empereur. Voilà, symboliquement. Les armées romaines, à l'époque d'Amanirenas, n'ont pas pénétré dans le royaume de Méroé jusqu'à Méroé. Il y a une autre tentative à l'époque de Néron, en 60 après Jésus-Christ, tentant une percée. Je vous rappelle qu'aussi, les Romains avaient tenté une percée en péninsule arabique. Et on dit que l'armée a disparu dans le désert. Donc, il y a une volonté d'expansion des Romains, mais ils ont été freinés dans leur expansion. Alors justement, ils veulent s'étendre. Amanirenas et son fils prennent la tête d'une armée. Oui. Et vont à la rencontre des Romains. Oui. Ils les combattent. Est-ce qu'ils soumettent des villes? Est-ce qu'il y a des points stratégiques? Oui. L'armée méroïtique vient en appui à une révolte locale de la région, de ces populations qui sont toujours coincées entre 2 forces politiques de première importance, les Romains et les Méroïtes. Donc c'est en renfort à la rébellion locale que l'armée méroïte vient en aide. On sait par exemple que Cassibrime, qui est au sud de Philae, a été le lieu de bataille entre les Méroïtes et les Romains. On a retrouvé notamment des boules de catapultes romaines. Pétrone accourut et, avec moins de 10 000 hommes d'infanterie que soutenaient 800 cavaliers, il ne craignit pas d'attaquer une armée de 30 000 Éthiopiens. Il eut bientôt fait de mettre en pleine déroute une multitude aussi mal commandée qu'elle était mal armée.
Parmi les fuyards se trouvaient les généraux de la reine Candace, cette femme à l'âme virile à qui une blessure reçue en combattant avait fait perdre un œil et qui de nos jours exerçait le pouvoir suprême en Éthiopie. Donc on sait que là il y a eu un théâtre où Cassibrim a été repris par les Méroïdes comme bastion. Parce que Cassibrim est une espèce d'éperon qui permet de pouvoir voir ce qui se passe sur le Nil, c'est-à-dire les traversées qui passent, ça peut être vu comme un point de contrôle. Donc on sait qu'à Cassibrim, il y a eu une garnison romaine qui a été reprise par les Méroïdes. Et donc ensuite, on a cette contre-attaque romaine. Les Romains retournent vers l'empire de Méroé et vers Amanirenas. Oui. S'ensuit un conflit qui n'est pas très clair. On peut envisager un conflit qui est ni perdant ni gagnant, à l'instar de la bataille de Kadesh, qui est un véritable statu quo. D'un côté, les Hittites disent que ce sont eux les vainqueurs, d'un côté Ramsès II proclame qu'il est le vainqueur. Attaqué résolument, Prémnis tomba en sous pouvoir. Puis ce fut le tour de Napata, propre capitale de la reine Candace. Le prince royal y était enfermé. Quant à elle, retranchée dans une forteresse voisine, elle essaya d'arrêter le vainqueur au moyen d'une ambassade chargée de solliciter son amitié et de lui offrir de lui rendre les prisonniers faits d'ancienne ainsi que les statues de César. Mais Pétrone, passant outre, attaqua Napata, d'où le fils de la Candace s'était sauvé à temps. Et, une fois maître de la ville, il la fit raser de fond en comble et réduisit tous les habitants en esclavage. Il y a toute une succession de villes, Dacca, Cassibrim, qui ont été reprises par les Méroïdes. Dacca semble avoir été le quartier général de l'armée méroïtique contre les Romains. Cependant, la Candace avait repris l'offensive et mis sur pied des forces encore plus considérables avec lesquelles elle menaçait la garnison de Prémnis. Heureusement, Pétrone eut le temps d'arriver à son secours, il pénétra dans la place et pourvut à sa sûreté mieux encore qu'auparavant. Donc vous voyez, vous avez des tas de petits éperons où il y a des garnisons égyptiennes qui sont tour à tour repris par les Méroïdes, puis abandonnés puisqu'il y a un repli. Ça fluctue, je dirais, comme dans beaucoup de zones à l'heure actuelle qui sont en conflit, où les frontières oscillent de 50 km avant, 500 km après, etc. Est-ce qu'on peut dire que finalement cette guerre a mis un frein à l'expansion romaine en Afrique ? Oui. On a un traité de paix, ou plutôt un traité de non-agression mutuelle qui est signé sur l'île de Samos en 21 par les Romains et par les Méroïdes. La Candace ayant essayé de parlementer, Pétrone invita ses émissaires à se rendre plutôt en ambassade auprès de César. Ils parvinrent ainsi à Samos, où se trouvait César, prêt à passer en Syrie. Ils le virent et obtinrent de lui tout ce qu'ils demandaient, jusqu'à la remise du tribut que lui-même leur avait imposé. Strabon, Geographica, livre 17-1, chapitre 54. Et qui laisse la part belle aux Méroïdes, c'est-à-dire que la frontière est fixée à Takonsu Maharaka et que le Dodécagène revient aux mains des Méroïdes. Un traité de paix qui dure plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années. Voilà. Lorsque la paix est signée en 21 avant notre ère, la frontière du royaume entre Méroé sera descendue jusqu'à Maraka, limite méridionale donc entre Rome et Méroé, qui est la limite méridionale de cette province du Dodécagène, et le restera jusqu'en 298 de notre ère, ce qui est quand même relativement tardif, on va dire 3 siècles. Pour finir sur Amanirenas, donc elle est évoquée par Strabon. Est-ce qu'on a d'autres sources un peu sur la personnalité ou le physique d'Amanirenas ? Les représentations d'Amanirenas sont extrêmement rares. On a sa représentation sur sa chapelle funéraire dans les pyramides nord de Méroé. À Méroé, quantitativement, il y a beaucoup plus de pyramides qu'en Égypte. Le Soudan a beaucoup plus de pyramides qu'en Égypte, mais elles ne sont pas du tout de la même dimension, de la même envergure et construites de la même façon. Donc on a sa représentation sur sa chapelle funéraire et on a 2 représentations fragmentaires d'Amanirenas sur les 2 stèles qui ont été découvertes par Djengarstang à Hamadab. Pour Amanirenas, on n'a que les pieds qui sont en train de fouler une procession d'ennemis qui sont les poings liés et les jambes entravées.
Donc même quand on ne voit que ses pieds, la grande guerrière qui a vaincu l'Empire romain est représentée en train de fouler des ennemis. Pour passer à la Candace suivante, Amanichareto. Pourquoi est-ce qu'elle est connue, elle, Alors, Amanichareto est connue surtout par son trésor. Le trésor d'Amanichareto, cette Candace Amanichareto qui a une tombe pyramidale, en sachant que la pyramide méroïtique n'est qu'une superstructure. Les sépultures se trouvent en dessous de la pyramide et on y a accès grâce à une rampe ou un escalier. Contrairement donc aux pyramides égyptiennes. Contrairement aux pyramides égyptiennes où la chambre funéraire se trouve à peu près à un tiers au niveau du sol dans la pyramide. Donc ces pyramides méroïtiques ne sont que des superstructures. Donc, la pyramide numéro 6, qui est la sépulture d'Amanichareto, renfermait tout un équipement funéraire, notamment énormément de bijoux. Au XIXe siècle, un Italien, médecin de formation, ayant des côtés très mercenaires qui s'appelait Giuseppe Ferlini, qui voulait partir à la chasse au trésor, mais vraiment à la chasse au trésor, et qui a demandé des concessions de fouilles. Il a été notamment médecin militaire à la garnison de Sénart. Au lieu des conflits armés entre les Soudanais du 19e siècle et l'Empire britannique, donc il était parti à la chasse au trésor, il a demandé quelques concessions de fouilles et sans grand succès, il ne trouvait pas d'objets luxueux. Il arrive à Méroé, donc dans ces grandes nécropoles royales, qui avaient déjà été visitées par un scientifique français qui s'appelait Frédéric Caillot en 1810, qui a dessiné les pyramides de Méroé, dont la sépulture d'Amanichareto, encore intacte. Donc Ferlini, visitant ces pyramides, et un soir, soudoyant quelques ouvriers locaux, décide de démanteler la pyramide. C'est-à-dire qu'il aurait été judicieux de fouiller ceci de manière archéologique, c'est-à-dire essayant de trouver la voie d'accès pour pénétrer à l'intérieur de la sépulture. Lui, il pratiqua un démantèlement de cette pyramide par la superstructure, par la pyramide elle-même. Il tomba sur un premier vase, on va dire en métal, renfermant des bijoux. Puis il poursuivit, il trouva le reste du trésor, dont il fit un catalogue qu'il proposa à la vente. Une partie de ces bijoux fut acquis par Louis de Bavière et est encore à l'heure actuelle conservé au musée égyptien de Munich. Ces bijoux étaient dans un tel état de conservation, un très bel état de conservation, que sur la place des antiquaires, les antiquaires pensaient qu'il s'agissait de faux, donc étaient assez réticents pour acheter des antiquités. Il a fallu attendre un autre grand égyptologue prussien, Lepsius, qui, lui, comprit l'intérêt scientifique de ces bijoux et donc l'a fait acquérir par la Prusse à l'époque. Et ce deuxième lot de ce trésor est à l'heure actuelle conservé au musée égyptien de Berlin. Il a fallu attendre les années 1910 pour que un archéologue égyptologue américain, Reisner, puisse faire des campagnes de longue haleine en Nubie et au Soudan. Notamment, c'est lui qui fouilla les pyramides à Méroé et qui fit le premier plan de la sépulture d'Amanichareto. Et donc aujourd'hui, la pyramide a été partiellement détruite donc par cet explorateur italien. La pyramide en elle-même, la superstructure, une superstructure de pyramide méroïtique, c'est un amas de pierres, de sable, de tout ce que vous trouvez, appareillé avec des blocs de grès. Contrairement aux pyramides égyptiennes où vous avez un appareillage de pierre qui est fait avec un dernier revêtement de pierre d'excellente qualité, vraisemblablement du calcaire. Donc là, c'est simplement un monticule, on va dire pointu, qui est appareillé par des blocs de pierre de grès et qui a un pyramidion qui avait l'aspect d'une boule qui était vraisemblablement dorée à la feuille. Ensuite, vous aviez cette espèce de rampe d'accès à escalier ou en pente qui vous faisait arriver à une première porte avec 1 à 3 pièces, une première pièce, un vestibule et la chambre funéraire en soi. Ces pyramides ont été aussi réétudiées par un architecte allemand et égyptologue, Friedrich Hinkel, dans les années 80, qui lui s'est attelé avec l'UNESCO à restaurer et remonter ces pyramides et de proposer un premier aménagement du site, une restauration. Et c'est lui l'un des premiers à avoir compris, puisqu'il était architecte de formation, venant lors de la campagne UNESCO avec l'Allemagne de l'Est au Soudan, qui a proposé la manière dont ces pyramides avaient été construites par les Méroïdes et la manière dont on pouvait les restaurer pour les protéger.
Pour revenir donc à la reine Amani-Chareto, est-ce qu'elle est connue pour avoir eu des actions... Alors, la reine Amani-Chareto, on a beaucoup d'attestations de représentation d'elle. Notamment, il faut savoir qu'au musée Berlin, je crois, il y a un bloc de sa pyramide qui propose, on va dire, le portrait d'Amani-Chareto et qui la montre le visage avec des insignes royaux, notamment ces fameux écussons portés au front à l'effigie d'une tête de bélier sur une égide. Et sur une des stèles de Naga, vous avez la reine qui est représentée sur son trône, sous un dais, etc. Vous avez tout un défilé avec une inscription avec la représentation d'un Romain. D'un Romain prisonnier. D'un Romain en posture de prisonnier, ligoté, pieds et poings liés. Vous avez tout un défilé, je dirais, de prisonniers, notamment des prisonniers de communautés pastorales, comme les Bédjas, etc. Mais vous avez un Romain qui est représenté, qui est reconnaissable à son casque de Romain et à ses sandales de Romain. Mais est-ce qu'on peut dire que à l'époque d'Amani-Chareto, il y a eu un conflit avec les Romains? Comme il est difficile de percevoir le texte en soi, tout ce que l'on sait, c'est qu'on nomme des villes, les Romains, des ethnies pastorales, du désert, etc. Mais est-ce qu'il s'agit d'un texte qui nomme les domaines, royaumes héroïtiques? Est-ce que c'est un texte documentaire économique, un texte historique qui raconterait la légitimation d'Amani-Chareto? Est-ce que c'est un texte à caractère militaire? Le jour où on traduira, on saura plus. Pour passer donc à la troisième des grandes Candaces connues, on a Amani-Tore, qui elle est plutôt connue en tant que, pas guerrière, mais plutôt bâtisseuse. Oui, puisque le règne, donc nous sommes en 40-60 de notre ère. Amani-Renas, époque d'Octave Auguste, entre, on va dire 26 et 10-0 avant notre ère. Ensuite vient Amani-Chareto, entre 0 et 20-30-40 de notre ère. Et ensuite vient cette dernière Candace, cette dernière reine régnante qui est Amani-Tore, qui est mère de Natakamani, et lors de leur règne, on constate une espèce d'apogée de l'activité bâtisseuse, puisqu'ils construisent des tas d'édifices, des temples dédiés au culte d'Amon principalement, des palais. Il y a aussi un temple Mamesi, un temple qui est dédié à la naissance divine d'enfants royaux. Vous avez Amouès, là où le Louvre a entrepris des fouilles depuis 2007, un palais, et même si on n'a pas trouvé d'attestation de nom, on a retrouvé des bas de cartouches au nom de l'un des fils de ces souverains. Le temple d'Amon de Méroé bénéficie de réfections sous leur règne, et surtout, il y a un site qu'il faut mentionner absolument pour leur règne, qui est le site de Naga, à 160 km au nord de Khartoum. Et là, vous avez un petit temple construit par une souveraine, Chanakdarété, qui serait peut-être, alors ça c'est les nouvelles hypothèses, qui serait peut-être une contraction ou une dérivation du nom d'Amani-Chareto qui avait été construit à flanc de Djebel, c'est-à-dire à flanc de colline. Et là, vous avez Natakamani et Amani-Tore qui bâtissent un temple d'Amon avec une allée processionnelle bordée de béliers, avec un plan qui s'inspire fortement des temples égyptiens dédiés au dieu Amon, avec des rampes d'accès, avec des génies du Nil qui sont repensés, retravaillés. Vous avez donc toute cette activité architecturale intense qui est faite sous leur règne. Je trouve ça assez étonnant. Donc on a ce règne d'une reine bâtisseuse. Elle construit certes des palais et d'autres types de monuments locaux, mais on voit quand même beaucoup de temples dédiés à Amon, qui est quand même un dieu égyptien. Est-ce que c'est une forme locale du dieu égyptien, une forme adaptée au terrain soudanais, ou bien est-ce que les Candaces vénèrent purement et simplement le dieu des voisins du Nord? De toute la vallée du Nil, depuis la Nubie septentrionale jusqu'à Naga, on va dire à 160 km au nord de Khartoum, on a eu des constructions de temples principalement dédiés au dieu dynastique Amon, qui est un héritage de l'Égypte pharaonique, l'Amon égyptien qui devient Amon bélier et qui a des représentations locales, Amon de Méroé, Amon de Napata, Amon de Pnoups, Amon de Naga, etc. Donc, ces divinités polyades ont bénéficié de temples dédiés à leur culte à l'époque d'Amani-Tore. Justement, je me demandais, on a évoqué Amani-Renas, Amani-Chareto et Amani-Tore. On retrouve la même racine Amani. Est-ce que c'est par rapport Amani, c'est ce qu'on appelle des noms théophores, c'est-à-dire formés sur le nom d'un dieu. Amani, c'est le nom méroïtique d'Amon. Donc toutes ces reines portent le nom d'un dieu égyptien. Voilà. Dans leur... Natakamani, ça veut dire Amon est fort, Amon est puissant.
Ces temples d'Amon vont joncher, comme avaient fait les Égyptiens lors de leur mainmise sur la Nubie, qui devient une province égyptienne en tant que telle, vont construire un chapelet de temples dédiés à ce dieu Amon. Au plus au nord, vous avez le temple d'Amara Est, en Nubie septentrionale. Ensuite, vous avez la réfection du grand temple d'Amon au Djebel Barkal, qui avait été construit au 8e siècle avant notre ère. Ils vont aussi rénover le temple d'Amon de Méroé. Ils vont, à Tabo, au sud de Kerma, restaurer un temple d'Amon. Ils vont construire un temple d'Amon à Naga. Sous leur règne, il va y avoir 3 édifices religieux, un temple dédié à Amon, une chapelle dédiée à Hathor et un temple dédié au dieu Apédémaque. Donc, les temples d'Amon sont très importants puisque c'est le dieu dynastique et surtout vont jouir d'une activité architecturale lors de Natakamani et d'Amanitore qui régnèrent à peu près entre 40 et 50 de notre ère. Outre l'activité de bâtisseuse de temples d'Amon d'Amanitore, est-ce que sous le règne de cette Candace, on a d'autres marques d'un intérêt renouvelé pour les langues et les cultures du royaume égyptien ? À l'époque du règne de Natakamani et de sa mère Amanitore, on a une renaissance du hiéroglyphique égyptien, un regain d'intérêt pour l'égyptien hiéroglyphique. On a des inscriptions en hiéroglyphique égyptien, que l'on sait lire, que l'on sait traduire, que l'on sait comprendre. On a retrouvé des reposoirs de barques au nom de Natakamani et d'Amanitore à Oued Ben Naga, qui sont écrits en hiéroglyphe égyptien. Puisque Natakamani et Amanitore vont avoir des prénoms, des noms de couronnement au nom égyptien, Repercaré pour Natakamani, Méricaré pour Amanitore et pour leurs 3 fils, Enrcaré. Que l'âme de Ré soit vivante, donc il y a un regain pour l'écriture en égyptien hiéroglyphique. Un regain de textes égyptiens, même si on a beaucoup de textes de leur époque en méroïtique, ça, c'est indéniable. C'est la langue et les écritures locales. Est-ce qu'on a une explication pour ça, pour cette nouvelle influence ou intérêt Alors, ça peut correspondre à une flore 8, c'est-à-dire l'apogée du royaume de Méroé, où on veut se raccrocher à des prototypes. Puisque depuis tout temps, je dirais que le royaume de Kouch, notamment à la suite de l'égyptianisation, enfin du contrôle égyptien sur les provinces nubiennes, a un fort héritage égyptien qui a été repensé, adapté, retravaillé. Notamment à l'époque nabatéenne, qui a eu des phénomènes d'égyptianisation à la star de ce que l'on peut trouver dans les provinces romaines, des phénomènes de romanisation. Et surtout, les souverains déjà de Kouch à l'époque nabatéenne se déclaraient les réels descendants de Ré et d'Amon-Ré, puisque eux étaient les héritiers des sources du Nil. Bon, on sait que maintenant les sources du Nil sont un peu plus loin, mais quand bien même. Donc, on veut se légitimer par rapport à une espèce d'orthodoxie. Donc, on revient aux canons ancestraux. Pour parler de sources, on a très peu de sources textuelles sur ces Candaces, parce que la langue méroïtique reste toujours indéchiffrée aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive quand même à avoir certaines sources, partielles en tout cas ? Notre recherche, à l'heure actuelle, est quelque peu ralentie parce que même si grâce à des linguistes, notamment à Claude Rilly, qui est le grand linguiste méroïtisant français, mais reconnu mondialement, on a fait énormément d'avancées concernant la perception de la langue méroïtique, qui a 2 écritures, d'abord cursive et ensuite hiéroglyphique. On comprend les textes funéraires, mais les textes historiques sont un petit peu hors de notre portée de compréhension. Parce que, contrairement à l'égyptien hiéroglyphique déchiffré par Champollion, pour l'instant on n'a pas retrouvé de stèle bilingue, voire trilingue. On a des petits bouts de textes bilingues, on a retrouvé notamment des textes peints sur des amphores, voire des petits morceaux de poterie, notamment des étiquettes de vin, où c'est écrit en bilingue, c'est-à-dire en méroïtique et en égyptien hiéroglyphique. Mais le corpus des textes en méroïtique n'est pas si riche que ça. Tout support confondu, on doit être à 2500-3000 textes. Parmi ces textes-là, il y a 2 grandes catégories. On a les textes funéraires, les stèles funéraires et les tableaux d'offrande, qui maintenant sont compréhensibles, puisque la manière dont ces textes s'organisent, c'est avec des formules d'offrande bien séquencées, bien cadrées. Grâce à Claude Rilly, les progrès dans l'appréhension et la compréhension de cette langue méroïtique via ses écritures a fait beaucoup de progrès, puisque lui, il a reconstitué le groupe linguistique
qu'il a intitulé le Sudanite Ouest Nord. Et il a pu, en travaillant sur des langues actuelles, une véritable enquête ethnographique, en allant interviewer des locuteurs actuels du Nara, du Niala, etc., voir les mots qui se rapprochaient, comme le lait, comme le pain. En revanche, ce qui est très difficile à appréhender, c'est la structure grammaticale qui est le squelette d'une langue. Et pour les autres langues dont on a perdu le sens, je pense à l'étrusque par exemple, je pense au linéaire A, ce qui manque c'est la structure grammaticale. Pour les textes documentaires, qu'ils soient un contrat de vente, des annales, on peut reconstituer par rapport aux stèles nabatéennes de la période d'avant, mais qui elles étaient écrites en égyptien. Plus ou moins bien compris parce qu'on avait perdu le sens de la langue. À un moment donné, on sent que les scribes commencent à écrire en méroïtique, qui est un alphabet alpha-syllabique. Or, l'égyptien, c'est encore un autre système linguistique. On sent que là, on commence à avoir des passages où il y a une perte soit de la connaissance de la langue égyptienne, soit volontairement, les scribes ont voulu se rapproprier le texte en utilisant la langue méroïtique. On perd le sens de ces écritures, de ces textes historiques. Pour les annales, comment se construisait une annale royale? Le récit royal se construit d'une certaine façon. Là, Claude perçoit que ça se construit différemment. Ce n'est pas un copier-coller, une traduction, je dirais, de terme à terme. C'est autre chose. C'est penser autrement, c'est adapter autrement. Donc là, on perd un petit peu le fil du sens. Donc c'est pour ça que, en raison d'un corpus qui est moins riche que le corpus égyptien, par exemple, voire le corpus latin, qui sont des corpus très très riches en texte, on peut se raccrocher à quelques graffitis qui sont écrits en démotique, qui est la langue égyptienne contemporaine, l'écriture de cette langue égyptienne qui est contemporaine des Méroïtes. On retrouve des noms, des titres, etc. Souvent, on a quelques titres. On sait que ce sont des titres, mais à quoi correspond la fonction de ces titres? D'autant plus pour les titres de hauts fonctionnaires. On sait que on a le souverain qui se dit de telle façon, que le prince se dit de telle façon, le vice-roi, qui est en général le fils royal, qui est le délégué du souverain de Méroé pour les provinces du Nord, notamment notre fameuse zone tampon, s'appelle comme ceci, que les reines régnantes s'appellent comme ceci. Claude a reconstitué, a percé le sens du mot abattre, tuer, etc. Mais on a des zones d'ombre. Moi qui ne suis pas linguiste, j'ai des zones d'ombre. Alors c'est vrai qu'on n'a pas déchiffré le langage, mais on a quand même évoqué pas mal de sources. On a les pyramides, on a les stèles, on a le trésor, les objets, les sources textuelles avec Strabon. Pourtant j'ai l'impression que les Candace et de façon plus générale le royaume de Méroé qu'elle dirigeait sont très peu connus aujourd'hui. Est-ce qu'on a une raison à cette méconnaissance? Dans notre perception contemporaine de ce royaume, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées parce que simplement les premières personnes qui ont commencé à voyager au Soudan, c'était des explorateurs qui poursuivaient leur chemin depuis l'Égypte. À l'issue du 19e siècle, à l'issue du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, vous avez par exemple des voyageurs comme Linan de Belfond, comme Frédéric Caillot, qui ont poursuivi leur chemin au sud de l'Égypte pour rechercher les sources du Nil, qu'ils soient anglais, ou français, beaucoup d'Européens. Donc ils se sont confrontés à des vestiges qui, de loin, ressemblaient un peu à ce qu'on trouvait en Égypte, mais c'était pas tout à fait la même chose. Le meilleur exemple, c'est les pyramides de Méroé. Ces personnes, même les premiers archéologues dans les années 1900 qui sont venus au Soudan, notamment les anglo-saxons tels que John Garstang, qui lui avait, un socle de connaissances classiques, ils voyaient un abattardissement de l'Égypte. Donc, je dirais que parce que ce sont ces archéologues qui sont venus, qui étaient au fait de ce qui se faisait en Égypte, ont eu leur prisme à eux. Évidemment, nous sommes en contexte de réalité biaisée. Dans l'inconscient collectif, en tout cas dans les mémoires, ceci a été mis en lumière par l'opéra d'Aïda, où on parle d'une reine des Éthiopiens. Il faut rappeler que les auteurs classiques appelaient l'Éthiopie, non pas l'Éthiopie telle qu'on la place maintenant sur une carte de géopolitique. L'Éthiopie, c'était le pays des visages brûlés, donc c'était le Soudan. Et on parle dans Aïda de cette reine du Soudan, de cette reine d'Éthiopie. Je vous rappelle que le livret de l'opéra d'Aïda, c'est Auguste Mariette qui a écrit le livret. Mariette, c'est l'un des grands égyptologues français du 19e siècle qui a construit le premier musée égyptien en Égypte, dans la banlieue du Caire.
Ensuite, le Soudan, par son histoire, qui a été sous condominium anglo-égyptien jusqu'en 1956, c'était beaucoup de personnes qui travaillaient en Égypte et qui venaient en Égypte. Donc, cette histoire a été un petit peu estompée par la grandeur de sa voisine septentrionale, la grandeur des pharaons d'Égypte. Et qu'est-ce qui fait que cette perception a changé? Est-ce qu'on a eu un point déclencheur dans l'intérêt pour les études du Soudan par rapport à l'Égypte? Le Soudan, culturellement, a été remis au goût du jour avec la campagne de l'UNESCO, parce qu'il fallait sauver des monuments de la mise en eau, le lac Nasser, et de l'autre côté, il s'appelle, je crois, le lac de la Victoire. Campagne de l'UNESCO. Dans les années 60, alors que la construction à venir du barrage d'Assouan s'apprête à submerger une partie de la vallée du Nil en Nubie, l'Égypte et le Soudan demandent à l'UNESCO de les aider à sauver les temples situés sur les zones inondables par la recherche archéologique et parfois par le déplacement de ces temples. On se rappelle de l'épisode du transfert, du démontage des temples d'Abou Simbel pour les mettre hors d'eau. Mais vous avez énormément de prospections qui ont été faites lors de cette campagne de l'UNESCO, qui était la 3e, mais il y avait eu déjà 2 campagnes où les archéologues avaient dû fouiller précipitamment pour les premières mises en eau du barrage. Ensuite, pour le grand public, ce qui a vraiment frappé, je dirais, les mémoires, c'est le trésor d'Amani Charito. Parce que l'histoire de la découverte de ce trésor est rocambolesque et digne d'un cinéma comme on pouvait le voir dans les années 80 ou dans les années 60 avec un péplum, voilà. C'est une histoire rocambolesque en soi. Cette proposition sur le marché que les antiquaires n'en veulent pas en disant moi je suis un peu méfiant, déjà le personnage, le vendeur a une personnalité un peu trouble dont les contours sont assez flous donc on va se méfier un petit peu et en plus voilà la manière dont ça a été acquis c'est un peu il est strictement interdit de faire ça à l'heure actuelle. Ça s'appelle du trafic d'antiquités. On est bien d'accord. Donc le personnage, la manière dont ça avait été acquis, il a fallu la clairvoyance de Lepsius pour dire mais non, c'est autre chose, c'est de l'égyptianisation mais pas que, c'est une adaptation de prototypes qui viennent d'Égypte. C'est le premier à avoir compris. Et rendons grâce au musée du Louvre d'avoir fait la première exposition sur le royaume de Méroé en 2010. Donc l'archéologie au Soudan, je dirais qu'à l'heure actuelle est encore une science très neuve par rapport à l'archéologie que l'on pratique en Égypte. Mais d'ailleurs très souvent les études nubiennes ou les études du Soudan se font au sein de départements d'égyptologie, en tout cas historiquement. Par exemple on a un département des antiquités égyptiennes dans beaucoup d'universités et c'est là que parfois on va digresser et s'intéresser à la Nubie. Il faut dire aussi que nous, Français, historiquement parlant, on n'a pas eu de chance avec le Soudan. Je vous rappelle quand même la bataille de Fashoda, où les Français se sont fait laminer. Et puis, si on se rappelle un petit peu la construction des grands empires coloniaux, l'empire colonial français était surtout en Afrique de l'Ouest et très peu en Afrique de l'Est. L'empire colonial anglais, il allait de l'Égypte jusqu'au Kenya. La ferme africaine de Karen Blixen raconte un peu cette époque-là aussi. Après, une interprétation peut se refaire, mais les données sont là. Mais il est vrai que, par rapport à la splendeur égyptienne, ce qui se passait au sud d'Assouan était un petit peu occulté. Ça, c'est indéniable. Et à l'heure actuelle, il est vrai qu'en France, quand on se dirige vers des études sur la Nubie et le Soudan, on passe par, je dirais, la voie classique, qui est l'égyptologie. Ce qui fut mon cas en son temps. Parce que moi, je me rappelle à l'époque où j'ai commencé à travailler sur ces régions, j'étais dans un cursus d'égyptologie classique dans les années 1980. Et pour l'archéologie nubienne et soudanaise, les universités qui avaient une chaire doctorale d'égyptologie ne proposaient pas de sujet où l'on travaillait sur la Nubie et sur le Soudan. Il a fallu attendre les années 2000. En revanche, chez les anglo-saxons, ça se passe un peu différemment. Par exemple, le British Museum, ils ont un département d'antiquités égyptiennes et nubiennes. Si vous faites des études, par exemple, aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de faire de l'égyptologie. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des études africaines. Vous pouvez faire des études d'ethnographie. Moi, j'ai des collègues qui ont fait de l'anthropologie. Mais il est vrai qu'en France, tous les scientifiques ayant pour terrain la Nubie ou le Soudan sont passés par des écoles doctorales d'égyptologie. Vous évoquiez ces difficultés peut-être à rejoindre la discipline. Comment est-ce que vous êtes parvenu à en faire votre métier? J'ai eu une énorme chance et j'ai eu de très belles opportunités.
Déjà, moi, je n'ai pas eu un parcours classique. Je n'ai pas fait normal supérieur, je n'ai pas fait CAI, je n'ai pas fait HippoCAI. J'ai commencé à Nanterre avec un double cursus. D'une part, histoire de l'art, archéologie, qui m'a permis de passer le certificat d'aptitude aux fouilles archéologiques, et j'ai fait aussi un cursus d'histoire ethnographie. Et puis, je m'étais orientée plutôt à travailler sur l'Afrique subsaharienne, plutôt occidentale. C'était une époque où, quand on travaillait sur l'Afrique de l'Ouest, hors de la préhistoire, point de débouché, encore moins. Déjà, ce n'étaient pas des voies porteuses d'embauche que j'avais choisies. Donc, voulant travailler sur ces systèmes qu'on appelait à l'époque de syncrétisme, d'acculturation, de l'ethnographie, l'archéologie expérimentale, etc., on commençait à réfléchir, surtout l'école américaine, sur les notions de perception. Et moi, je m'étais dit, tiens, c'est très bizarre, j'avais lu des tas de choses. Alors, comment les Égyptiens de l'Égypte pharaonique voyaient l'autre, l'étranger, etc. Donc, j'ai biffé de Nanterre à la Sorbonne parce qu'il n'y avait pas d'égyptologie à Nanterre. Il y en avait à la Sorbonne, et là, j'ai repris une base d'égyptologie classique, apprendre la langue, les écritures, etc. Et j'ai eu une première chance, c'est que quand je me suis inscrite en maîtrise, il y a eu un nouveau professeur qui a été nommé et qui, lui, avait travaillé pour sa thèse de doctorat d'État sur les stèles nabatéennes, et donc qui était sensible à ces régions-là. Donc on a discuté et je n'ai pas dérogé de moi je veux travailler sur ces contrées au sud de l'Égypte et de la manière dont les échanges se faisaient. Et il a eu le courage ou l'inconscience d'accepter ces thèmes-là, et il m'a suivi jusqu'en thèse. Et j'ai soutenu ma thèse sur ces sujets-là avec lui. Je voudrais conclure sur la place des Candaces dans l'art et la littérature. On a rapidement évoqué tout à l'heure l'opéra Aïda. Est-ce qu'on a d'autres évocations des reines de Méroé dans des œuvres contemporaines ? Au cours du XXe siècle, on peut citer le livre d'Olivier Rollin, Méroé, qui est une évocation de cette Candace, une espèce de crossover, comme on dirait maintenant, entre une époque contemporaine et une évocation de l'Antiquité. On parle de la Candace, puisque son personnage principal vient visiter les ruines des nécropoles royales de Méroé. On peut parler aussi de Onitsa, de l'Oclésio, qui est une évocation d'une reine méroïtique, d'une Candace, qui est aussi un roman, mais on est transposé, c'est la figure d'une reine éthiopienne qui est gardée, je dirais, dans une production artistique, littéraire, romanesque. Il y a eu aussi les dessins animés de Michel Ancelot sur ces reines couchites. Dans l'un des derniers Astérix, on parle des guerrières couchites qui sont sur un char. J'ai l'impression néanmoins dans toutes ces sources artistiques que vous évoquez que on reste sur une évocation d'une reine éthiopienne ou reine soudanaise en général anonyme. On la nomme pas. Oui. Même si elle prend le nom d'Aïda, même si elle prend le nom de un tel dans Onitsha, dans le roman de François Leclésio, je sais même pas si elle a un nom. Elle a une évocation chez Olivier Rollin, mais je ne pense pas qu'elle ait même un nom. Oui, ce qui fait écho à ce qu'on évoquait, à la fois le manque objectif de données et puis la sorte de confusion ou perception biaisée entre Égypte et Soudan, entre Éthiopie et Soudan, etc. Et pour finir, si on prend non pas le point de vue de la France, mais plutôt celui du Soudan, est-ce qu'on a des résonances contemporaines de la figure de la Candace dans le Soudan actuel ? À l'heure actuelle, lors des manifestations au cours des années 2018-2019, vous avez des femmes soudanaises qui manifestaient, qui ont pris le nom d'Amani Charito, d'Amani Touré, comme symbole de rébellion contre le pouvoir mis en place. Ce qui est intéressant pour les populations soudanaises actuelles, c'est qu'ils ont conscience de leur patrimoine culturel. Ils ont à cœur, moi j'ai des collègues soudanais qui ont à cœur d'aménager les sites archéologiques pour qu'il y ait une diffusion scientifique auprès des populations locales, pour qu'il y ait un échange, pour que les populations locales, éventuellement les touristes viennent voir leur richesse patrimoniale, mais qu'il y ait vraiment une conscience du patrimoine culturel qui est riche et qui est à la portée de tout à chacun. Question finale de chaque podcast, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de continuer à parler aujourd'hui des Candaces ? Il est important non seulement de parler des Candaces, il est important de parler de cette haute vallée du Nil qui est riche en informations, qui est riche en documentation. Et à titre personnel, j'ai toujours ce petit défi, je dirais, voire prétentieux, de dire nous sommes face quand même à des régions où culturellement on a plus de lacunes que de connaissances. Et si nous pouvons, nous, à notre petit niveau, combler quelques connaissances pour que les générations futures continuent le travail, on aura rempli notre contrat. C'est un très joli mot de la fin. Merci beaucoup Aminata d'être venue sur le podcast aujourd'hui. Merci. Vous
venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames, dans le podcast comme dans la vraie vie, que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.